Salut! Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à un commentaire et qui m'a demandé de parler de mon expérience d'apprentissage ou de mon expérience d'études par rapport au chinois. Parce que j'ai étudié le chinois à l'université. D'ailleurs, j'ai étudié le chinois pendant 5 ans. Alors, d'abord, merci pour la question. Ça me donne des idées de sujets. J'aime bien savoir ce qui vous intéresse. Je ne peux pas toujours savoir ce qui vous intéresse. Moi, je peux parler de ce qui m'intéresse assez naturellement. Voilà. Si vous voulez poser des questions, allez-y, faites-vous plaisir. Alors d'abord, pourquoi j'ai choisi le chinois? Quand je suis sorti du lycée, je m'intéressais à la littérature et aux langues. Et donc, comme je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, quel travail j'allais faire, je me suis dit que j'allais étudier des langues et que ça me servirait dans tous les cas. Je me suis dit, voilà, si tu sais parler plusieurs langues, ce sera toujours une compétence qui sera appréciée dans le monde du travail. Je n'ai pas eu tort parce que j'ai obtenu énormément de travail seulement parce que mon anglais était plus que correct, je vais dire. Alors je ne veux pas me vanter, mais oui, pour la France en tout cas, j'ai un anglais qui est au-dessus de la moyenne. Ça ne veut pas dire que mon anglais est parfait, mais oui, je me débrouillais pas mal et je me débrouille, je crois, encore pas mal. Quand j'ai choisi ce que j'allais étudier à l'université, j'ai voulu m'orienter vers les langues étrangères. J'ai décidé d'abord de faire de l'anglais. Donc j'ai fait une première année d'anglais à l'université. Et dans cette année, il fallait choisir une deuxième langue. C'était absolument obligatoire. Au lycée, pendant mon éducation secondaire, j'avais étudié l'allemand. Et j'étais vraiment traumatisé par l'allemand et je voulais arrêter. Donc, quelle était la solution? Je me souviens que j'étais allé discuter avec l'administration pour savoir comment je pouvais faire pour arrêter l'allemand parce que je voulais arrêter cette catastrophe qu'était pour moi l'allemand. Et ils m'ont dit que je devais commencer une langue nouvelle, plus rare, à partir de zéro. À cette époque-là, j'avais 18 ans. À 18 ans, on était très influencé, en tout cas dans ma génération, par la culture japonaise. Je leur avais demandé s'ils avaient japonais, mais bien sûr, c'était une petite université dans une ville moyenne qui s'appelle Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, et ils n'avaient pas japonais. Mais ils avaient chinois. Et comme j'avais toujours un intérêt pour l'Asie, depuis longtemps, je me suis dit, tiens oui, je vais essayer le chinois. Ça pourrait être intéressant. Ça, c'est comment j'ai commencé le chinois. Bon. Ma première prof de chinois, elle était vraiment drôle, elle était super, et elle avait une façon de dire les choses qui était toujours trop directe, mais drôle, que j'adorais. Et je pense qu'elle m'a donné un peu cette passion pour la langue. C'était pas une passion totale au départ, en fait, j'ai gagné de l'intérêt pour cette langue au fur et à mesure, progressivement, quand je l'ai étudiée. C'est pour ça qu'ensuite, j'ai décidé de complètement changer de filière et de ne plus faire de l'anglais et de faire plutôt du chinois comme langue principale. J'ai décidé de changer d'université et d'études pour faire du chinois comme matière principale et de l'anglais plutôt de façon secondaire, comme une option obligatoire, mais une option quand même. Pourquoi j'ai fait ce choix? Je l'ai fait parce que j'avais confiance en ma capacité d'améliorer mon anglais par moi-même, mais je n'avais pas confiance en ma capacité d'apprendre le chinois par moi-même, et je pensais que j'aurais plus d'opportunités en apprenant le chinois. Je pense que c'était vrai. Bon, ensuite je suis arrivé à Lille, où j'ai étudié le chinois en licence. Parlons un peu des difficultés avec le chinois. Tout le monde pense que le chinois est une langue super difficile, je comprends tout à fait. Je suis d'accord d'une certaine façon, mais pas totalement. J'ai le sentiment que le chinois est une langue à la fois difficile et à la fois facile. Tout dépend de ce que vous considérez difficile. Par exemple, si vous apprenez le français ou l'allemand, vous allez manger de la grammaire. C'est une certitude, je pense que pour l'allemand, il y aura énormément de grammaire, et pour le français, il y aura énormément de grammaire, mais aussi d'exceptions. Et vous allez devoir gérer ou accepter la frustration de vous devez connaître la règle, mais vous devez aussi connaître une liste énorme d'exceptions. Ça, c'est pour le français. Pour le chinois, où est la difficulté? D'abord, la prononciation. Si vous prononcez mal, personne ne vous comprend. C'est une langue tonique, donc il y a 4 tons, et si vous changez le ton, ça change le mot, et
plus personne ne vous comprend. De ce point de vue, le chinois est compliqué, c'est une réalité. Moi, j'avais eu de la chance. Parce que quand je suis arrivé à l'université, donc en première année, j'avais rencontré une jeune fille qui était chinoise et qui était aussi à l'université. Enfin, c'était devenu ma petite amie. On était restés ensemble pendant 2 ans. Et au moment où j'avais des difficultés à comprendre les problèmes de prononciation, elle m'a aidé en me faisant répéter. Ça a été réellement une chose déterminante. Autre chose, je pense que si vous apprenez le chinois et que vous avez ce que j'appelle l'oreille musicale, donc une oreille habituée à la musique, ou si vous êtes musicien, si vous faites de la musique, je pense, c'est une opinion personnelle, que ça va vous aider. Comme c'est une langue tonique, avoir une oreille habituée aux notes de musique va vous aider à reconnaître les tons et aussi à les prononcer correctement. Je me souviens que quand j'étais à l'université, je n'étais pas celui qui prononçait le mieux le chinois. Je pense que j'étais le deuxième qui prononçait le mieux dans ma classe, qui n'était pas énorme, hein, on était une quarantaine de personnes. Donc je pense que j'étais le deuxième qui prononçait le mieux le chinois. Il y avait une jeune fille de mon âge qui était dans ma classe, et je me souviens qu'elle faisait du piano à haut niveau. Et elle avait une prononciation merveilleuse. Quand je l'entendais parler, je me disais « Oh !» c'est de la musique. Et c'est peut-être pour ça que j'ai commencé à penser que faire de la musique aidait énormément à maîtriser les langues en général, mais aussi le chinois. Donc la question d'Alan portait sur mon chemin vis-à-vis du chinois. Donc ça, c'était le départ, les premières difficultés et comment je me suis retrouvé là-dedans. Ensuite, est-ce que j'étais capable de parler rapidement en chinois? Absolument pas. Quand on apprend dans une classe, en groupe, on répète les choses, on comprend des théories, des notions sur la langue. Est-ce qu'on est capable de la parler? Non, on est complètement bloqué. Mais après 2 ans, j'ai fait mon premier voyage en Chine. On avait fait un échange avec une université dans la ville de Dalian, en Chine. C'est une ville vraiment sympathique qui est pas très loin de la Corée. Et pendant ce voyage, j'ai eu mon premier choc parce que j'ai compris que je ne comprenais pas grand-chose. C'est pas totalement vrai. En fait, je comprenais plutôt bien ce qu'on me disait, mais j'étais encore relativement incapable de faire des phrases facilement. Donc, à mon premier voyage, on est arrivé, je me souviens, à Pékin, on a essayé de traverser la ville avec un ami à moi. On avait des grosses valises, il fallait marcher, je crois, 45 minutes pour arriver à l'hôtel, et on avait décidé de marcher. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'était mon rôle à ce moment de demander aux personnes notre chemin. Encore une fois, là, premier voyage, je crois que c'était 2009, pas de téléphone comme aujourd'hui, pas de GPS sur le téléphone, en tout cas pas pour nous, et donc on demandait notre chemin. Je me souviens de cette difficulté de vraiment former une phrase, c'était pas facile. Mais l'expérience dans cette université où on a eu 2 semaines de cours, et honnêtement, encore aujourd'hui, je vois pas trop l'intérêt de ces classes où on ne fait que répéter des choses. Enfin, c'est très très scolaire. On a l'impression d'être des enfants à l'école primaire et de vraiment pas pratiquer. Mais il y avait, on va dire, pas vraiment un dommage, mais un collatéral à ce voyage qui était que on avait beaucoup de Coréens qui habitaient dans les chambres autour de la nôtre, n'avaient pas un très bon anglais. Donc la manière la plus simple de communiquer avec eux, c'était de leur parler en chinois. Et paradoxalement ou bizarrement, mes premières vraies expériences de progrès en chinois, c'était parce que je parlais avec des Coréens en chinois. J'ai un très bon souvenir du caractère et de la personnalité des Coréens qu'il y avait autour de moi à cette époque. Donc ça, c'était la première fois que j'ai commencé à vraiment parler. Quand je suis arrivé en 3e année de licence, ce qui est la dernière année, j'étais assez déprimé de rester en cours parce que j'avais vu les progrès qu'on pouvait faire en étant, on va dire, sur le terrain, en étant directement à l'endroit où on peut parler. J'ai discuté avec mes professeurs, je leur ai demandé est-ce qu'il serait possible que je ne reste pas en classe et que je passe mes examens peut-être à la fin de l'année et que j'utilise mon temps pour partir en Chine et continuer de progresser en chinois. Ils m'ont répondu par la positive,
en me prévenant, parce que l'examen de fin d'année est un examen qu'on appelle de rattrapage. Normalement, il existe si vous avez eu de mauvaises notes aux premiers examens et qu'on vous donne une seconde chance de réussir. Ils m'ont dit, puisque tu passeras immédiatement l'examen dit de rattrapage parce que tu n'étais pas présent au premier examen, tu n'auras qu'une seule chance et si tu échoues, si tu rates, tu devras recommencer ton année. Donc c'est un risque que j'ai décidé d'accepter. Je suis parti 6 mois en Chine et parce que j'étais un étudiant, on va dire relativement pauvre, j'avais pas la capacité de partir juste en voyage et de profiter de la vie, j'ai cherché absolument un petit travail en Chine pour au minimum rembourser le coût de ma vie, mes frais. Et c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un travail de professeur de français dans une petite université dans la province du Shandong. Et pourquoi une petite université un peu isolée ? Parce que j'avais ni les diplômes ni l'expérience qui me permettraient d'enseigner le français dans une grande ville, par exemple Pékin, Shanghai, ou dans une université qui est plus réputée. Il fallait que j'accepte d'aller dans une plus petite université, méconnue, où les étrangers hésiteraient plus à aller. Et c'est ce que j'ai fait, je suis allé enseigner pendant un semestre dans cette université et ça m'a permis de continuer de pratiquer les langues et je suis rentré pour passer mes examens. Puis quand j'ai décidé de faire un master, finalement j'étais très à l'aise avec le fait de parler en chinois et j'ai l'impression que c'était pas nécessairement une généralité parmi les autres Français qui faisaient les mêmes études que moi, pas parce qu'ils étaient mauvais, simplement par blocage, par manque d'habitude. Et quand je suis arrivé en première année de master, je me souviens que j'avais des classes de chinois où je communiquais en chinois sans hésitation, avec des fautes, clairement, oui, parfois, mais pas pour des choses simples. Et ça, c'était un gros plus. Et c'est là que j'ai commencé peut-être à avoir cette mentalité de c'est toujours mieux de faire par rapport à étudier. Peut-être ça vaudrait le coup aussi de parler de qu'est-ce que je trouve super intéressant en chinois. D'abord, la simplicité en grammaire. En chinois, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de conjugaison. Et ça rend l'apprentissage de cette langue vraiment super agréable. Quand vous étudiez cette langue, vous vous dites « Oh !» Par exemple, le verbe être. Vous allez dire « je suis » et ça marche à tous les temps. Vous n'avez pas besoin d'étudier « j'étais », j'ai été, j'avais été, je serais, j'aurais été, etc., etc., ou même que je sois au subjonctif, tout ça n'existe pas. Et il y a quelque chose de très agréable quand dans votre langue maternelle, il y a énormément de grammaire. Étudier une langue comme ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Il y a les caractères chinois qui sont une difficulté. Écrire en chinois est compliqué. Ça demande énormément de temps, énormément d'investissement, énormément d'apprentissage, c'est une réalité. Mais c'est presque une activité méditative d'apprendre les caractères. Il y a un mouvement de la main quand vous écrivez qui est agréable. C'est une discipline. Ça plaît, ça ne plaît pas, je comprends les deux. Et je crois que ce qui m'a passionné le plus avec le chinois, en plus de la flexibilité, c'est tout ce qu'on peut dire avec très peu de mots. Je trouve que les langues latines ont une capacité à parler d'idées, de choses, par des noms, qui est énorme. Et avec une précision que je pense être très grande. Le chinois est tout le contraire. Tout est dans la quantité de choses que vous pouvez dire avec 2, 3, 4 mots. L'anglais a d'une certaine façon aussi cette capacité à dire beaucoup avec peu de mots. Par exemple, il y a des concepts en anglais qui sont avec 2 mots et qui ne fonctionneront jamais en français, on est obligé de les expliquer. Souvent, on adopte des anglicismes pour cette raison, parce que 2 mots fonctionnent. Il y a énormément d'exemples, je pense que vous verrez de quoi je parle. Le chinois fonctionne aussi comme ça, mais encore à un niveau plus avancé. Et il y a une certaine beauté dans ce, on va dire, minimalisme linguistique. Moi, ça m'a toujours fasciné. Et c'est sûrement ça aussi qui m'a encouragé à continuer. La chose que je préfère par-dessus tout en chinois, ce sont leurs expressions. Donc on a des expressions idiomatiques
dans toutes les langues. Tu dis, je sais pas, tomber dans les pommes, ou peu importe, une expression de ce type, ça ne veut pas dire strictement ce que chaque mot dit. Ça veut dire plus que ça. Et le chinois a des expressions qui s'appellent des chengyu. Ces expressions sont composées de 4 mots, 4 caractères. Il y a réellement une histoire derrière, et il y a un bagage culturel énorme derrière chaque histoire. Apprendre une expression, c'est non seulement apprendre l'histoire connectée avec cette expression, mais aussi apprendre toutes les notions culturelles qui existent derrière cette expression et pourquoi ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, voilà, maintenant que je parle de ça, ça me donne une certaine nostalgie de la Chine, j'ai presque envie d'y retourner. Enfin, quand je dis presque, j'ai envie d'y retourner quand j'en parle, mais bon, je pense qu'il faut arrêter là, la vidéo est déjà assez longue. Merci à Alan d'avoir posé cette question, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas, hein, j'y répondrai. Allez, ciao.